Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Azure Newscast. Azure Newscast, c'est l'émission qui est dédiée à Azure et à Kubernetes dans Azure. Toujours accompagné d'une équipe de choc. Nicolas, Stanislas, bienvenue les gars. Bonjour. Salut Alex, bonjour tout le monde. Donc un agenda déjà établi avec une partie dédiée aux news pour vous garder bien informé de tout ce qui se passe sur Kubernetes et Azure un petit peu aussi. Et puis bien sûr un sujet que l'on va voir en profondeur cette semaine, le stockage. On commence par les news? Allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien, à moi l'honneur si j'ai bien compris. Exactement. Donc on a alors une news hyper sympathique. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir dans le dossier de cet épisode. Dans la nouvelle version de Kubernetes qui est en cours de preview dans AKS, à savoir la version 1.20, de nouveaux drivers pour gérer le stockage sont mis à disposition. Donc ce sont les CSI drivers. Et avec un lot de nouveautés hyper intéressantes pour faciliter la gestion du stockage. Donc, exemple, la capacité de redimensionner le stockage, de faire des snapshots, etc., directement depuis l'environnement d'AKS, sans repasser par les outils Azure. Donc ça va être vraiment super chouette. Donc, on attend avec impatience la GA de la version 1.20 et de l'implémentation large de ces nouveaux drivers. Alors, si on continue dans les releases des changelogs d'AKS, petit rappel encore, donc ça on l'avait déjà dit dans le dernier épisode que les pod security policy allaient être dépréciés. Alors, dernier épisode c'était au 31 mai, mais là on s'est dit, allez, tant qu'à faire, poussons jusqu'à l'été. Donc c'est plus désormais retiré le 31 mai, mais le 30 juin 2021. Voilà. Alors, en toute petite news, brève, mais enfin il faut s'y préparer. Il a été annoncé que dès la disponibilité de la GA des images supportant les drivers pour GPU, celles-ci seront définies par défaut. Donc préparez-vous, si jamais il y a une incompatibilité à gérer ou quoi que ce soit, c'est le moment de le tester. C'est vraiment la dernière ligne droite. Nicolas, quoi de neuf du côté des plugins réseau, des network policy pour être plus précis? Alors du côté des network policy, alors rares sont les breaking change sur les mises à jour AKS. Là, il y en a une qui peut se produire dans un cas bien précis quand vous utilisez Calico pour gérer les network policy. Donc les network policy, c'est ce qui va vous permettre de sécuriser le trafic à l'intérieur de votre cluster, qui a le droit de parler à qui, en fait, pour faire simple. Il y a une upgrade sur les nouveaux clusters. Donc, quand vous déployez des clusters en version 1.20 de Kubernetes ou au-delà, c'est une nouvelle update des règles Calico qui seront déployées par défaut. Et si vous utilisez Calico pour sécuriser les host endpoints, donc c'est les points d'accès des hosts, donc des nœuds que vous avez dans votre cluster, vous avez un changement de configuration qui peut induire des problèmes. Donc on a publié une petit guide en fait des choses à faire pour rectifier le souci et avoir le comportement identique aux versions précédentes des règles. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Donc host endpoint, Calico, cluster Kubernetes 1.20, attention, risque de breaking change, et il y a les guidance à suivre. Tout à fait. Continue également, petit changement de comportement. Tant qu'à faire, j'ai le micro, je le garde. Petit changement, alors c'est pas fondamental, c'est pas un breaking change. C'est dans les logs du tunnel, donc tout ce qui va permettre aux pods de dialoguer avec le control plane. Dans les logs qui sont générés, le champ datetime a été supprimé. Donc si vous avez du reporting ou des alertes qui utilisent ce champ-là, attention, vous risquez d'avoir des petits glitches à ce niveau-là. Donc il suffit de rajouter le timestamp en fait pour récupérer la notion de datetime dans les logs. Ok, très bien. Quelques petits bugs ont été corrigés comme d'habitude. Comme chacune des releases, vous avez des mises à jour, des images Windows, des images Ubuntu en 16.04 et 18.04. Je rappelle qu'au-delà de Kubernetes 1.18, on est obligatoirement sur des worker nodes qui seront un Ubuntu 18.04, donc avec le déplacement progressif et bientôt la disparition des versions 1.17, c'est-à-dire normalement d'ici les 3 prochains mois, bien du coup vous aurez de base toujours une 18.04.
Dans les releases également intéressantes, on a l'arrivée, alors en JA, dans les release notes, de la fonctionnalité de cluster stop and start. Donc ça, c'est une chose qui est assez nouvelle, qui va être annoncée, si je dis pas de bêtises, fin novembre, début décembre, qui permet en fait d'arrêter un cluster Kubernetes et de le redémarrer. Donc arrêter le cluster, ça veut dire arrêter non seulement les worker nodes, donc en gros les VM scale 7 qui font tourner des VM, quoi, pour faire simple, et puis également le control plane, c'est-à-dire ce qui tourne du côté service manager. On conserve la configuration pendant 12 mois, donc la fonctionnalité était en preview, elle est désormais annoncée dans le changelog en JA. Si vous allez dans la documentation, vous verrez que c'est encore écrit preview. Je pense que c'est simplement une erreur en fait de documentation qui n'a pas été mise à jour. J'ai remonté une issue sur le GitHub, car vous le savez, on peut modifier les pages, proposer des améliorations des pages de la documentation Microsoft. Donc voilà, donc normalement, d'après en tout cas le changelog de l'équipe produit, la fonctionnalité donc est prête pour la production. Tant qu'on en est là-dessus, dans les fonctions qui arrivent en preview, assez intéressantes également, on a désormais la capacité, quand on fait des clusters en mode privé, c'est-à-dire avec l'API server qui est exposé dans un VNet et non pas avec une IP publique, de choisir sa propre DNS custom. Donc on utilise du private link quand on va faire du private cluster. Jusqu'ici, les options, c'était soit je prends une zone DNS interne et elle était générée avec un nom qui était en gros qui matchait le nom public mais qui était juste en interne, soit on venait avec son propre DNS à côté. Désormais, on peut venir également avec un DNS, enfin se raccorder à une zone DNS interne dans Azure, donc une Azure DNS interne. Et donc ça, c'est la nouveauté, c'est un petit commutateur, en fait, une petite option dans la ligne de commande quand on déploie le tout. Oui, c'est bon. Nicolas ? Donc, deux autres petites news assez sympas en preview, donc pas encore disponibles en production, mais qui vont intéresser beaucoup d'utilisateurs d'AKS. C'est la possibilité de réutiliser la même adresse IP qui était déjà attribuée par votre cluster AKS via le load balancer Azure, l'IP qui était utilisée en sortie. Vous allez pouvoir réutiliser la même IP pour que de l'extérieur, vous puissiez accéder à vos services. Donc ça, c'est intéressant, ça donne vraiment une vision cohérente en fait des applications qui seront hébergées sur votre cluster, à savoir vos pods, vos containers qui ont besoin de sortir sur l'Internet auront la même adresse IP que l'exposition des services qu'ils effectuent quand on souhaite y accéder de l'extérieur. Donc ça, c'est très intéressant, notamment dès qu'on a des échanges à faire avec des partenaires tiers, quand on fait du whitelisting d'adresses IP, donc on souhaite filtrer sur des adresses IP, un partenaire souhaite vous voir sur une adresse IP clairement définie, ou vous souhaitez voir un de vos partenaires à partir de cette adresse IP-là. Donc ça permet de clarifier et vraiment d'avoir des choses très propres à ce niveau-là. Deuxième petit point autour des adresses IP, toujours en preview, c'est la capacité de réutiliser la même adresse IP d'un load balancer sur plusieurs services Kubernetes. Donc ça permet d'avoir toujours cette vision, j'ai une IP et derrière j'ai plusieurs services qui sont capables de répondre à des requêtes arrivant sur cette IP. Ça, je pense que, alors, j'ai pas testé moi personnellement cette fonctionnalité-là parce que elle m'interpelle dans le sens où comment on distingue un service d'un autre quand on parle purement IP. Probablement, ce sera vérifié dans les documentations. Ce sera avec probablement l'usage d'un ingress controller derrière qui fera le reste du travail. Tout à fait. Très probablement. Qui fera le rôle de reverse proxy, ce qui nous ramène au deuxième podcast sur lequel nous parlions justement des ingress. Alors également, un changement de comportement qui va nous intéresser, et c'est Alex qui va en parler parce que c'est notre monsieur stockage. Je te laisse la main. Oui, alors allez, continuons à stocker un peu. Une petite précision sur le fonctionnement justement du stockage par défaut. En fait, la façon dont ça se passe dans Kubernetes, c'est que on a un pod, donc finalement la partie active, ce sur quoi on va déployer notre application, qui est instancié, puis ensuite on voit ce dont il a besoin, et potentiellement un persistant de volume, donc un disque par exemple. Et pour le coup, si l'un est créé après l'autre, on n'est pas sûr qu'ils soient tous les deux dans la même zone. Et ça peut être embêtant pour les problématiques non seulement de performance, mais aussi pour faire en sorte d'avoir un fonctionnement cohérent et que si une zone tombe, j'ai bien l'ensemble de ce qui est lié à mon pod qui tombe et non pas une partie et donc quelque chose d'assez instable. Donc là, ça clarifie la situation. On va faire en sorte d'avoir le volume qui soit créé, puis ensuite on le rattache à un pod qui sera créé dans la même zone. Donc meilleure performance
et meilleure continuité de service grâce à ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, c'est amené en fait par le fait que désormais les disques manage peuvent être en ZRS, ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient en LRS. Donc il y avait 3 copies en fait sur 3 disques durs qui étaient potentiellement dans 3 zones différentes, mais pas forcément. Et donc on pouvait se retrouver des fois avec un pod instancié dans la zone numéro 1 qui allait chercher en fait par la fabrique du réseau, via le réseau en fait, son stockage qui était sur la zone 2 et 3. Et là pour le coup effectivement, en attendant que le pod soit instancié, on sait sur quel node en fait il est créé et donc dans quelle zone. Et à partir de là effectivement, le stockage qui est désormais en disk manage et compatible en ZRS peut créer effectivement une instance dans la zone qui nous intéresse et donc on va gagner également en performance. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais celui-ci il est vraiment pas mal. Alors, si on continue dans les choses qui ont disparu parce que c'est le cycle de vie et que la nature a repris ses droits, Kubernetes 1.16 donc est désormais officiellement déprécié dans AKS, donc vous ne pouvez plus créer des nouveaux clusters là-dessus. Et du coup, tant qu'on est à parler de la partie version, un petit peu plus bas, je crois que ça doit être quelque part par là. Et ben je l'ai complètement perdu, mais c'est pas grave, on reviendra dessus. On a en GA la notion d'auto-upgrade également qui est disponible. Alors l'auto-upgrade, ça permet de quoi? Ça permet de dire, sur certains cycles de montée de version, je laisse automatiquement le service manager faire les opérations. Donc on va prendre un exemple. On va prendre un exemple par exemple qui est celui-ci. Là on voit qu'il y a un nouveau patch pour la version 1.19, donc c'est le patch 0.7. On peut se dire, moi ça c'est des patchs que je considère entre guillemets comme mineurs, enfin dans les versions 1.19 serait une mineure, mais on sait que du point de vue Kubernetes ça correspond au cycle de release tous les 3 mois de la version de Kubernetes. Moi je les appelle plus des majeurs, mais bon ça c'est notre débat. Effectivement, du coup là si c'est juste le 0.7, ça veut dire que c'est probablement un correctif de sécurité ou autre chose. Et à la limite je préfère autant que mon cluster se mette à jour automatiquement avec cette sous-version. Donc on peut choisir dans le cycle de release de dire si je suis sur une 1.19 quelque chose et qu'il y a des nouveaux patchs qui arrivent, automatiquement cluster, mets-moi dans la dernière version ici. On peut également le faire carrément à ce niveau-là, c'est-à-dire dire là quand il y a une 1.20 qui arrive, automatiquement mets-moi 1.20. Attention, ça c'est peut-être un petit peu, c'est un peu plus sensible comme montée de version, de dire prends la version supérieure dès qu'il y en a une nouvelle disponible, parce que potentiellement, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des breaking change au niveau Kubernetes. Donc au moins pour la partie, ce niveau-là, de niveau de correctif, je pense que ça peut être intéressant d'activer ce fameux auto-upgrade au niveau du cluster. Nos concurrents chez Google l'avaient depuis un certain temps, nous le demandaient également sur Azure, désormais c'est disponible. Du coup, quand on continue, j'étais ici en fait, voilà, pareil. On a donc également les nouvelles VM de type Gen 2 qui sont disponibles avec AKS, donc en GA, donc prêt pour la production. Ces VM, elles apportent quoi? Principalement 3 choses. Elles apportent la capacité d'avoir des nœuds avec vraiment beaucoup de mémoire, parce que en gros, les grosses machines qu'on utilise par exemple pour du SAP, on peut les mettre également dans l'AKS, et donc il faut des VM Gen 2. On a également le support des extensions qu'on appelle Intel SGX qui permettent de faire des enclaves sécurisées pour faire du confidential computing. Donc là encore, si on veut faire ça dans AKS, et c'est désormais en GA depuis avant-hier, on peut le faire au travers de machines Gen 2. Et puis également, on a le support du Virtual Persistent Memory, le VPMEM, qui peut être utilisé par certains effectivement dans leurs applications. Voilà. Donc la petite différence entre une Gen 2 et une Gen 1, notamment également au niveau du boot, on est sur entre guillemets un UEFI versus un BIOS là-dessus. Voilà. J'ai hâte de voir le premier cluster avec les méga Godzilla Beast VM. Ouais. Je pense que ça va donner quelque chose. Alors tiens, je fais un petit aparté, on ne va pas le faire parce qu'on est déjà pressé. J'ai lu un article récemment, je le mettrai probablement dans les liens de la vidéo, qui n'a rien à voir avec Azure en tant que tel, mais c'est probablement un des plus gros clusters Kubernetes qui en est déployé, qui fait 7500 nœuds. 7500 nœuds pour un cluster, c'est quand même assez énorme. Je rappelle que notre limite à nous doit être de, je crois que c'est 100 nœuds, c'est ça, ou 1000? Dans tous les cas, c'est beaucoup. Voilà. Je crois que c'est. Je crois que c'est 1000. Ouais, c'est 1000. C'est 1000. Ouais, on peut monter à 1000 dans Kubernetes, mais est-ce que dans Azure c'est bien raisonnable de faire ça? C'est un autre débat, mais voilà, sachez que des clusters de 7500 nœuds, ça existe dans le monde. C'est assez spécifique. En gros, c'est des clusters utilisés pour de l'entraînement. En fait, c'est des clusters utilisés par le projet OpenAI, dans lequel on participe, Microsoft. Voilà. Que dire de plus? On a la 1.20 qui est en preview également, effectivement, de Kubernetes. Donc la 1.20, comme l'a commencé à le dire Alex, sur la partie CSI et d'autres éléments, va apporter pas mal de choses. On a vu également que le 1.20 va apporter des changements sur la partie Calico. Donc ça vaut vraiment le coup, même si on est en preview, de monter un cluster à côté et de vérifier que vos environnements vont bien suivre tout ça. Voilà.
Est-ce qu'on a d'autres petites news, les enfants, ou est-ce qu'on passe au dossier du jour? Ouais, c'était déjà sacrément fourni, non, cette fois-ci? C'était pas mal en fait, parce qu'en fait, ils ont été capables de faire à peu près 3-4 releases de changelog en moins de 3 semaines, le temps qu'on enregistre le podcast. Et le prochain podcast, on vous racontera toutes les news d'Ignite, parce qu'il y en a eu un paquet. Allez, on va passer au dossier avec Alex. Allez, c'est parti pour le dossier. Cette semaine, nous allons voir le stockage avec Kubernetes. Donc, un dossier hyper intéressant. Il y a énormément de choses à dire parce que c'est un dossier qui préoccupe pas mal de gens. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Première chose, un petit rappel très très rapide, hein, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Alors vous vous souvenez tous, control plane qui gère un certain nombre d'éléments structurants pour le cluster, donc à l'intérieur des masternodes. On a les worker nodes. Je vais passer assez vite. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose, puisque ça, normalement, on le connaît. Vous avez suivi les précédents épisodes, vous avez pu voir un petit peu ce qu'il en était. Mais si on regarde, voilà comment est présenté Kubernetes. Et je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais il n'est pas question de stockage ici. Il n'y a rien qui nous rappelle comment stocker les choses. Allez, peut-être une petite base etcd pour stocker l'état du cluster, mais enfin, pour nous, utilisateurs de Kubernetes, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est peut-être dû parce qu'à l'origine, Kubernetes était plutôt un environnement fait pour du stateless. Alors, en effet, le stateless est roi dans Kubernetes, n'empêche qu'il y a des moments où on va peut-être avoir envie de faire quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc là, on passe le deuxième slide et on va dire, bah oui, tiens, du coup, dans Azure, voilà, quand le cluster est managé par Azure, il va y avoir des choses nouvelles, et ben non. Et ben non, toujours pas de stockage. Donc, on pourrait imaginer que ce soit le parent pauvre. Donc, comme le relevait Stan, en effet, Kubernetes est vraiment l'environnement roi pour le stateless, donc c'est-à-dire des applications qui lancent des calculs et qui vont faire en sorte que ces calculs puissent se relancer, ne gardent des traces éventuellement, mais en dehors du cluster, mais pas grand-chose est fait pour que ça fonctionne à l'intérieur. Sauf que les besoins sont vraiment là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gérer du stockage et du coup élargir le champ applicable à Kubernetes? Donc déjà, première chose, eh bien, on est dans un environnement cloud public hyper évolué, et les éléments qui nous permettent d'avoir de la persistance, donc de stocker des choses, sont nombreux. Là, je vais donner quelques exemples, mais c'est même pas exhaustif en fait. Donc, on a de la donnée qui peut être plus ou moins structurée, des moteurs de base de données classiques, MySQL, PostgreSQL et ainsi de suite, du moins structuré, type Blob, avec l'Azure Storage, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment un très large panel qui fait qu'en effet, ça pourrait repousser l'échéance à laquelle on aurait besoin de se préoccuper du stockage à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Et c'est d'ailleurs un des éléments sur lequel on pourra revenir, mais le stockage dans Kubernetes étant quelque chose d'assez particulier à manipuler, on ne saurait vous conseiller d'utiliser quand cela est possible pour vous, c'est-à-dire quand ça correspond à l'usage que vous en avez et quand le service est disponible sous forme de service dans Azure, on ne saurait vous conseiller que de l'utiliser. Ça vous permet de vous décharger, je dirais, d'une partie du workload et de faire en sorte qu'il soit externalisé de votre cluster. Ça permet de rebasculer une partie de la responsabilité. C'est pas vous qui vous en occupez, vous le confiez à Microsoft. Et ça permet aussi d'avoir des configurations qui sont parfois assez compliquées à mettre en place soi-même. Par exemple, le fait d'avoir un service qui ait un SLA assez élevé, ça demande une infrastructure particulière, une configuration adéquate. Et pour le coup, refaire ça à l'intérieur du Kubernetes, bah, ça amène un niveau de complexité. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que l'on recherche? Pas forcément. Maintenant, il y a toujours des moments où en effet, on va avoir besoin de focaliser son attention sur ce qui se passe dans le cluster Kubernetes. Et dans ces cas-là, les solutions de type service ne conviendraient pas. Je fais un mini aparté, un clin d'œil très léger au projet qui s'appelle l'Azure Service Operator for Kubernetes.
qui est quand même un clin d'œil super marrant où on va pouvoir déployer un opérateur. Alors, on reviendra peut-être d'ailleurs, ça vaudrait le coup de faire un épisode, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur la notion d'opérateur dans Kubernetes, parce que c'est quand même une notion qui monte en puissance ces derniers mois. Ouais. On en voit de plus en plus, tous les projets sont petit à petit convertis en opérateurs. Donc, je sais que ça fait débat, je suis sûr que Nicolas et Stan ne manqueront pas d'alimenter ce débat en nous disant ce qu'ils en pensent. Ouais, enfin, alors déjà, peut-être rappeler pour ceux qui connaissent pas la notion d'opérateur, un opérateur permet en fait de créer des choses, des ressources qui sont pas des ressources natives Kubernetes, mais avec du code Kubernetes. Donc en gros, des manifestes YAML classiques et dans votre manifeste YAML, vos ressources avec l'option kind où vous précisez le type de ressource, et bien là vous pouvez créer vos propres types de ressources. L'exemple que tu montres ici est assez marrant, je l'ai testé. Ça permet en fait de décrire dans des YAML Kubernetes, en gros, des ressources Azure qu'on veut créer. Et du coup, c'est pas l'utilisateur qui va taper en direct l'API d'Azure. L'utilisateur, en fait, est un utilisateur ou un admin ou une personne qui a des privilèges sur Kubernetes qui va déployer un YAML. Et dans Kubernetes, on a un pod, en fait, qui lui va parler à la fabrique Azure. Donc, en gros, on n'est pas en direct, on va passer par un intermédiaire. Ça peut avoir des avantages, parfois, dans la vitesse de déploiement et l'agilité. Et ça permet également, du coup, à des gens qui font de l'application de gérer leur stockage comme étant un composant de leur application et sans être des experts de la base de données derrière, etc. Enfin, il faut quand même savoir ce qu'on déploie, mais voilà. L'opérateur ici vient remplacer une chose, un service qui existait, un projet qui existait avant qui s'appelait Open Broker Service for Azure, OSBA, qui permettait notamment de déployer des back-ends comme des bases de données managées depuis du code Kubernetes. Là, pour le coup, on est plus agnostique parce qu'on peut même avec un opérateur tel que celui-ci créer un ressource group, un compte de stockage, voilà, plein de choses. Ouais, clairement. Donc Super. voilà, donc c'est un petit clin d'œil sympathique pour garder une approche très orientée Kubernetes et YAML et faire en sorte d'étendre ses capacités de stockage en dehors du cluster. Voilà. Et tant que j'étais ici, petit drill down dans le rapport 2020, l'étude globale que fait la CNCF, la Cloud Native Foundation, où en fait il pose la question à tous ceux qui ont répondu au formulaire, quels sont vos challenges aujourd'hui à utiliser ou à déployer des containers. Et effectivement, au-delà de la complexité du changement de culture qu'on connaît tous, effectivement, et de la partie sécurité qui est un vaste débat dont on parlera probablement plus tard, mais le stockage est tout de suite ce qui arrive en fait derrière en fait. C'est-à-dire que normalement à l'origine c'est fait pour faire du stateless. On voit qu'il y a de plus en plus de stateful. Alors la raison elle est relativement simple, c'est que il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de gens qui essaient de porter leur application qui n'a pas tous des composants stateless, un peu en mode lift and shift en fait dans Kubernetes, en pensant que c'est cool et que ça va résoudre tous leurs problèmes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais du coup, ça explique que depuis, dans Kubernetes, il y a même des objets qu'on appelle du stateful set qui permet de déployer des environnements avec du disque. Yes, enfin les stateful sets, ils vont faciliter le déploiement de ce faciliter. environnement, clairement. Oui. Voilà. Pour le coup, voilà, donc ce petit clin d'œil sympathique. Alors, le fait est, c'est qu'on n'a pas un seul besoin en termes de stockage. Il y a des façons différentes de stocker parce qu'il y a des besoins différents à l'origine. Donc, exemple, je veux déployer le code de mon applicatif. Bon, le code de mon applicatif, par défaut, j'aimerais qu'il soit sur le file system sur lequel fonctionne mon container et que je puisse le charger rapidement et voilà, qu'il soit très très proche de l'OS. À l'opposé, les backups n'ont pas de sens d'être dans le conteneur, donc forcément, je vais les externaliser. Et puis, on va retrouver les éléments intermédiaires alors, est-ce que je vais stocker, par exemple, du contenu assez massif de vidéos, images, etc. J'aurais peut-être tendance à profiter des offres de cloud public qui, justement, ont mis en place ce type de stockage avec des API hyper simples, type Blob Storage dans Azure, qui vont me permettre justement de manipuler ces volumes-là sans contrainte de taille et de gestion. Et puis, bien sûr, quand je vais mettre en place des applicatifs, donc des middle tiers type base de données divers et variés, là, j'aurais probablement besoin d'avoir des disques. Donc de revenir un petit peu à ce qu'on connaissait sur une VM, le bon vieux système des disques, on n'a rien inventé de mieux. Donc pour le coup, je vais avoir besoin de ça pour stocker. Mais je peux avoir des stockages un tout petit peu plus évolués, type partage de fichiers NFS.
partage de fichiers en général, et NFS particulièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les environnements Kubernetes. Donc, on voit un panel de solutions possibles, et dans ce qui est dit là, c'est même assez réducteur, puisqu'en fait, il existe, je dirais, autant de saveurs de stockage qu'on a de recettes de cuisine pour faire des applications et composants d'applications. Donc c'est un domaine qui est assez vaste, assez complexe, qui n'est pas forcément extrêmement lisible, et ça va être l'objet un petit peu finalement de cette discussion pour essayer d'éclaircir un petit peu un certain nombre de sujets. Alors, les grands principes, quels sont-ils? Alors, ça, c'est simple, hein, ça se résume sur cette slide. On a tous en tête la notion de nœud et de pod. Donc, alors, même si dans le langage, on parle très souvent de conteneurs, donc dans la terminologie de Kubernetes, un pod regroupe un ou plusieurs conteneurs qui auraient des affinités. Exemple, un conteneur pour faire un service web, et puis un conteneur qui va exposer les métriques du service web, par exemple. Voilà, on aimerait qu'ils soient tous les deux très proches. On n'a pas fait qu'un conteneur en mettant les deux ensemble pour des facilités de gestion et d'organisation des process, mais on aimerait quand même qu'on les manipule sous forme d'une entité, à savoir un pod dans Kubernetes. Et ça, on déploie le pod dans le node, ça c'est assez clair. On peut avoir plusieurs pods sur un même nœud, et on peut avoir plusieurs nœuds dans le cluster. Maintenant, en ce qui concerne le stockage à proprement parler, alors là, il y a des nouvelles terminologies qui sont assez intéressantes, en tout cas qu'il faut essayer de clarifier. Donc, il y a la notion de persistent volume claim. Alors, qui dit persistent volume claim dit déjà volume. Donc, le volume sera ce que vous allez rattacher à votre conteneur et qui permettra le stockage. Donc, ce volume, à un moment donné, il faut qu'il soit défini quelque part. Pour qu'on puisse le rattacher, il faut qu'il ait une existence. Et pour essayer d'obtenir un volume, de demander à AKS, parce que vous vous souvenez, hein, AKS, c'est une sorte de serveur d'API, c'est un service auquel on demande des choses et il nous les accorde. Quand on lui demande de déployer un pod, eh bien, on lui soumet les éléments et puis lui dit oui, je peux le faire, non, je peux le faire, voilà comment je l'ai fait, etc. Eh bien, c'est la même chose pour la notion de stockage et donc de volume. J'ai la notion de persistent volume claim dans laquelle je vais préciser quel type de stockage pourrait convenir à mon besoin. Donc je vais lui dire, voilà, je veux un disque, ou je veux un partage de fichiers, je veux ceci, cela, je veux telle taille, telle contrainte. Je le spécifie. Et ensuite, il se trouve que ce persistent volume claim fait une référence à un élément qui est assez structurant, qui est le storage class. Donc là, le storage class, c'est une forme d'abstraction par rapport au stockage qu'il y a derrière. Alors, c'est un concept qui est hyper intéressant dans Kubernetes, et on en a parlé un peu dans les news. C'est que ce storage class, en fait, il peut être étendu. Kubernetes, vous le savez, est un environnement qui est extrêmement ouvert, ce qui en fait non seulement une grande force, mais aussi une part de complexité. On peut l'étendre. Stan en a parlé avec la partie CRD, donc l'extension du langage même de Kubernetes, comment je rajoute des commandes dans Kubernetes. Et bien là, c'est comment je rajoute des formes de stockage. Et ces formes de stockage peuvent être hyper variées. Donc dans Azure, bien sûr, Microsoft s'est fait fort d'avoir une implémentation des systèmes de stockage d'Azure même, à savoir les managed disks et puis l'Azure File. Donc ça veut dire qu'il y a une classe de stockage qui est représentative d'un disque et une autre représentative d'un système de fichiers partagés. Donc moi, je vais y faire référence. Alors on verra un petit peu plus en détail les classes de stockage tout à l'heure. Mais du coup, j'y fais référence dans mon persistent volume claim. Je vais lui dire, écoute, je veux un premium storage, un premium disque d'Azure, et je voudrais telle taille. Et ensuite, c'est soumis à Kubernetes qui va essayer de questionner en fait le responsable du stockage en disant, écoute, puisque tu as dit que tu es capable de le faire, bah fais-le maintenant. Et une fois que finalement le driver, alors on a parlé tout à l'heure de CSI, donc qui est la nouvelle version mise à disposition par Microsoft dans AKS, qui va gérer justement des volumes avec, je dirais, un niveau de fonctionnalité supérieur à ce qu'on a pu connaître, et on en reparlera très certainement juste après. Et pour le coup, on va demander à Azure
d'instancier la ressource Azure, donc le manage disk. Et ensuite, dans Kubernetes, eh bien, on reflètera cette instance de ressources avec le persistent volume. Donc si je reprends, moi, développeur d'application, je crée un conteneur qui contient mon application, je la déploie, et lié à ce conteneur, je vais dire, bah, écoute, j'aurais besoin d'un stockage, je vais faire un claim, je vais réclamer un stockage, et ensuite, Kubernetes va faire son job de trouver quel est le fournisseur du stockage que j'ai demandé, et de demander à ce fournisseur de stockage de faire son job, de créer le stockage tel que je l'ai demandé, voire de le recycler. Hein. Il y a bien sûr des tas d'opérations possibles à ce niveau-là, de le recycler, de réutiliser des choses. Et puis ensuite de le mettre à ma disposition. Et ce sera matérialisé dans Kubernetes sous forme d'un persistent volume. Donc, oui, Stan, vas-y, je sens que tu as envie je sens que j'ai envie de dire un truc. En fait, le schéma ici, il est très agnostique, entre guillemets. Il est écrit AKS cluster, mais ça pourrait être cluster au sens large. Hein. Il faut voir que les deux objets, persistent volume et persistent volume claim, existent en fait parce qu'on a deux types de populations qui va opérer dans Kubernetes. On a les admins du cluster, vraiment du cluster, du compute et du stockage qui vont préparer tout ça. Et en général, ce sont les admins du cluster qui vont créer ce qu'on appelle les persistents de volume, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition du cluster une certaine volumétrie provenant d'un type de stockage qui est, alors ici on voit Azure, on voit d'Azure, mais on pourrait imaginer derrière une baie de stockage au sens large, un filer dans une VM ou n'importe où. Et ce travail de faire les persistants de volume et de les mettre à disposition après pour les applicatifs dans le cluster, c'est fait par l'admin du cluster. Le persistent volume claim, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'application. C'est-à-dire que le pod a besoin d'un volume qui va reposer sur une revendication. Et le persistent volume claim, ça va aller chercher en fait dans le persistent volume un espace, va revendiquer cet espace, d'accord ? Ça, c'est l'approche qui est générique effectivement dans Kubernetes au sens large et pas que dans Azure. La petite particularité qu'on peut avoir dans du cloud et notamment dans Azure, c'est qu'on peut faire abstraction du persistent volume claim grâce notamment aux classes de stockage. Les classes de stockage, en fait, vont permettre de définir quel type de stockage on va avoir, dans quelle région, si on est sur des filers, quel type d'accès. Et en fait, les classes de stockage vont utiliser en sous-jacent derrière des provisionneurs ou les fameux CSI drivers pour pouvoir accéder vraiment mécaniquement à la partie fabrique qui est sous-jacente. Ce qui veut dire que techniquement, on peut en fait dans Azure, c'est pas obligé, enfin on peut utiliser la chaîne complète traditionnelle de dire ceux qui développent l'application définissent les persistents de volume claim, et puis ceux qui gèrent le cluster mettent à disposition du persistent de volume. Mais on peut également faire le raccourci, c'est-à-dire que ceux qui font l'application peuvent directement faire du PVC sans pour autant qu'il existe la présence d'un persistent de volume, parce qu'en fait, comme on a une fabrique nous derrière où on a toujours du volume parce qu'on est dans du cloud, on permet ce raccourci grâce notamment au storage class. Voilà. Donc c'est pour mettre des mots sur ce concept-là, c'est la notion de dynamique et de statique. Exactement. Et en fait, dans ce schéma-là, ils ont tout intégré, ce qui peut porter des fois un peu à confusion quand on fait après les démonstrations. Mais effectivement, tu vas l'expliquer plus en détail. Mais ce qu'il faut juste retenir, ce que je voulais vraiment dire important, c'était que les PVC sont plutôt du côté des gens qui font l'application, et les persistants de volume plutôt des gens qui gèrent le cluster, qui ne sont pas vraiment effectivement les mêmes personnes. Ouais. Bon, c'est le schéma classique qu'on aurait dans une entreprise avec un fonctionnement, je dirais, un peu legacy historique, dire voilà, je suis dev, j'ai besoin de 50 gigas d'espace de stockage. Exactement. Et puis l'IT dira, ça tombe bien, j'ai une baie avec 50 Tera, je te donne des 50 gigas parmi les 50 Tera que j'ai. Voilà. Exactement. C'est le fonctionnement classique. Et du coup, regarde, comme je t'ai vu venir, avec tes gros sabots, regarde ça. Alors, du coup, dynamique ou statique? On va aller très vite sur cette slide-là, parce qu'en fait, on en a parlé. Mince, je suis désolé. Non, mais c'est le jeu du cast. Hein. Comme vous l'avez vu, il y a du naturel dans ce qu'on vous présente, c'est-à-dire que on n'hésite pas à intervenir et chacun à amender et à faire part de son sentiment sur les sujets. Donc voilà, dynamique statique, on a un peu expliqué la chose. Maintenant, il y a quand même une question, je vais trouver un truc à dire. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'un ou l'autre? Et est-ce que ça a toujours du sens de faire du statique, surtout vu la façon dont on l'a présenté un peu en mode legacy à l'ancienne? Et là, il y a des subtilités. Il y a des choses qui sont assez intéressantes à évoquer.
Par exemple, rien n'empêche dans Azure, bien sûr, de travailler en mode statique, de dire je définis un certain nombre de. Alors, on va prendre l'exemple des disques, hein, on va faire assez simple. J'ai défini des disques. Ces disques, je mets à la disposition du cluster, et donc je ne permets à ceux qui déploient des choses dans le cluster que d'utiliser les disques que j'ai prédéfinis. Alors, ok, donc là, il y a un côté un petit peu gestion de la ressource qui est assez intéressant. Il y a un aspect qui est pas inintéressant aussi, qui est le fait d'avoir un autre contrôle du cycle de vie de la ressource. C'est-à-dire de dire, eh bien, finalement, je gère les droits, mais je gère aussi la création et la destruction de ces ressources-là. Et je me garantis que si jamais il se passait quoi que ce soit avec le cluster, qui a son propre cycle de vie, eh bien, le stockage ne sera pas impacté. Et ça peut être un élément qui peut, à un moment donné, pour ceux qui y sont particulièrement sensibles, amener à faire en sorte qu'on bascule dans un ensemble ou un autre. Et ce qui vient flouter un petit peu, parce que, vous savez, ce serait trop simple si c'était hyper carré, hyper net, c'est que dans la partie dynamique, qui elle me permet justement de dire, tiens, je veux un disque, eh bien écoute, si tu n'en as pas parmi les persistants de volume actuellement déclarés, eh bien, tu vas me le chercher, demande au provisionneur de le faire, demande à Azure en l'occurrence, et Azure va me mettre à disposition ce disque. Eh bien, je peux faire en sorte d'avoir une notion qui s'appelle les reclaim policy, et qui va me permettre de préciser finalement quel sera le cycle de vie de ce stockage. Et donc, par défaut, il faut le savoir, on est en mode delete. Alors, le delete, ça veut dire que au moment où vous allez dire je n'ai plus besoin de ce stockage, eh bien, il pourra être libéré, autrement dit, supprimé. Alors là, c'est génial parce que ça amène vraiment une super dynamicité. Hein. Je crée une application, elle a besoin d'une forme de persistance. Je fais en sorte que je fasse le claim de cette persistance-là. Ça remonte à Azure. Azure dit OK, pas de problème, je te mets un disque à ta dispo. Je l'utilise. Et puis, quand je n'ai plus besoin de cette application, je la détruis. Eh bien, le stockage Azure part avec. Ça, c'est super pratique, c'est dynamique. Bon, maintenant, attention. C'est dangereux. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est hyper intéressant pour un certain nombre de workloads. C'est hyper intéressant si vous êtes très à l'aise avec ces concepts. Je pense que le niveau de maîtrise joue beaucoup pour passer d'un côté à l'autre. Si on est un petit peu frileux, plutôt utiliser le retain, qui va faire en sorte que ce stockage soit conservé quand bien même je n'en aurai plus besoin à l'intérieur de Kubernetes. Et puis quand on est très à l'aise avec ces maîtrises-là, et notamment avec la notion de gestion de la data, puisque la data, que ce soit dans Kubernetes ou en dehors de Kubernetes, eh bien, un disque, il faut quand même le sauvegarder, hein, c'est de la data, il faut y faire attention. Donc quand on est très à l'aise avec ces notions-là, eh bien, peut-être qu'on va petit à petit basculer d'un mode statique vers un mode dynamique, puis du mode delete vers du mode retain vers le mode delete. Donc voilà, je pense qu'il y a une progression dans le cheminement. Donc faites-le, en tout cas, moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-le comme vous le ressentez, c'est-à-dire en fonction de votre connaissance et maîtrise des outils. Et voilà, si vous êtes un petit peu frileux, n'hésitez pas à faire du statique. C'est pas forcément une vision archaïque ou je dirais anti-Kubernetes du terme. C'est une possibilité, donc il faut l'utiliser. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, ou en fonction des workloads, basculer vers un mode très dynamique, tel que celui par défaut proposé. Précisons que c'est pas un choix qui est binaire, dans le sens où dans un cluster, on est obligé de faire du dynamique, du delete ou du retain. Tu peux mixer parce qu'en fait, c'est des classes de stockage, donc c'est des objets qu'on peut créer et on peut faire ses propres classes de stockage avec le paramétrage qu'on a envie. Donc il y a celle par défaut, puis on peut en créer d'autres. Hein. Par exemple, par défaut, si je dis pas de bêtises, il y a le disque par défaut, c'est du SSD. Du SSD standard, on pourrait se dire peut-être que sur mes environnements de test and dev, des HDD suffirait. Dans ce cas-là, peut-être que la création d'une classe de stockage supplémentaire, ce serait peut-être une bonne idée, par exemple. Là, ça vaut le coup de regarder d'ailleurs qu'est-ce qui se passe dans un cluster. Alors, j'ai créé un cluster par défaut. Est-ce que tu peux nous zoomer un tout petit peu bien sûr. Parfait, je peux faire merci. Ça, regarde. Cool. Ouais, comme ça. Super. Bon. Donc là, j'utilise Windows Terminal hein, et puis j'utilise Linux sur Windows, donc vraiment un pur bonheur.
Et pour le coup, ce que je pourrais vous montrer, c'est quand je vais demander les classes de stockage. Alors là, j'ai un petit raccourci, on ne voudrait pas. Hein. K pour kubectl, ce qui m'évite de le taper un peu trop fréquemment. Et puis le get.sc, c'est le get storage class. Comme ça, on va voir finalement. Tiens, le fait d'avoir agrandi. Allez, on va faire comme ça. Super. Vous voyez toujours bien? Ah, c'est bien, là, Ok. c'est bien. Top. Donc du coup, on voit les classes de stockage disponibles par défaut sur un cluster 1.20. D'accord? Ah, c'est intéressant. Alors, pas mal ça. Regardez, moi je suis hyper content de voir ceci, cette petite extension supplémentaire. Ça y est, déployée par défaut dans le cluster. Donc avec les fonctionnalités qui vont avec, qu'on pourra peut-être, si on a le temps, détailler un petit peu. Mais à la limite, on pourrait revenir spécifiquement sur ce sujet. Et puis regardez bien, j'ai de l'Azure-File qui est disponible et j'ai du Manage comme Manage Disk, donc SSD Manage, et puis du Manage Premium pour le coup. Donc voilà, différentes capacités de disque possibles. À noter que j'ai le fameux default qui est là. Et le default, il est intéressant puisque quand je ne précise pas de classe de stockage particulière, eh bien ça ira, comme son nom l'indique, sur le default. Et ce qui est pas mal, c'est que je peux le changer le default. Je pourrais dire, ah bah tiens, le default, j'aimerais être en premium par défaut, ça m'arrangerait. Et donc, du coup, je peux faire en sorte que tous mes workloads, si jamais des développeurs, par exemple, déposent des choses sans faire attention, eh bien, je peux orienter vers un stockage ou un autre. Et ce qui va être intéressant, c'est de bien veiller à la façon dont sont gérés ces volumes. Regardez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la reclaim policy. Tout est en delete ici. Hein, on est d'accord? C'est-à-dire que si j'arrête d'utiliser le volume, c'est-à-dire s'il n'y a plus de claim sur un volume donné et que ce volume est dynamique, il va partir. D'accord? Comment je fais pour faire en sorte qu'il reste avec moi et que je puisse encore en faire quelque chose? Eh bien, ça va être de redéfinir une nouvelle classe de stockage. On va regarder un peu quelle tête ça a. J'avais déjà... hop, je vais prendre ça. Donc là, j'ai une classe de stockage. Alors, je ne me suis pas embêté, hein, pour être honnête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Manage CSI Premium. J'ai demandé à kubectl de me l'exporter. Donc, il m'a généré le YAML de cela. Et puis ensuite, j'ai modifié 2 lignes dedans. Et puis, c'est réglé. Hein. Donc, je lui ai donné un petit nom prod. Et puis, j'ai changé la reclaim policy en mettant reclaim. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, ça y est, j'ai fait la définition d'une nouvelle classe de stockage et qui sera à disposition de tout le monde. Donc du coup, pour l'appliquer, c'est pas compliqué. Hein, je vais faire un apply. En plus, je l'ai déjà. Voilà, hop. Je fais l'apply du fichier que je viens d'éditer. Hop, voilà, ça y est, j'ai une nouvelle classe de stockage. Donc si je reviens, donc si tout va bien, voilà, ici, hop, j'ai ma nouvelle classe de stockage et puis qui est bien en retain. Donc, on voit que je peux les étendre. Donc, non seulement je peux rajouter des extensions dans mon cluster pour ajouter de nouvelles classes de stockage, mais je peux aussi, moi, changer le paramétrage fourni par les provisionneurs pour utiliser toutes leurs capacités, donc les différents paramètres que je peux leur passer, pour avoir des déclinaisons de storage class différents. Donc, on a un niveau de granularité et je dirais, d'affinage qui est assez intéressant. Ça vous va sur les classes de stockage? Super, très clair. Bon. Alors, hop, si j'arrive à revenir sur PowerPoint ici. Donc, voilà. Autre élément intéressant, les modes d'accès. Alors, ça aussi, ça fait couler pas mal d'encre. Alors là, c'est un exemple. Hein. Alors, il est forcément orienté Azure, puisqu'on va parler d'Azure Disk, d'Azure File principalement, et puis un petit clin d'œil au Blobfuse. Je pense que vous réagirez là-dessus. Je vous fais du pied là-dessus, parce qu'on va parler un peu de futur. Mais voilà, si on prend deux types de volumes très classiques, Azure File et Azure Disk, eh bien en fait, ils n'ont pas le même usage, le même fonctionnement. Donc Azure Files est fait pour être accédé par plusieurs pods, éventuellement sur plusieurs nœuds, sur plusieurs nodes. Ce qui fait que je vais avoir une persistance partagée sur les différentes instances de mes applications. A contrario, un disque est rattaché à un node. Ce node fait tourner des pods,
Et donc, je vais avoir du mal à partager mon disque avec X machines. Donc, pour le coup, je vais être donc dans un autre mode d'accès qui va s'appeler le read-write-write. Donc, pour dire, je fais du read-write, mais je peux l'attacher une fois, alors que les autres, je peux être en lecture seule et l'attacher plusieurs fois. Et le dernier, bien sûr, lecture-écriture, et j'attache plusieurs fois. Donc là, déjà, il y a un choix assez structurant à faire et qui va amener à une réflexion et un choix très structurant dès ce niveau-là, d'accord, quand on parle stockage. Quels sont les modes d'accès auxquels j'aurais besoin? On pourrait être tenté de dire, finalement, Laserfiles, c'est super pratique, puisque qui peut le plus, peut le moins. Il me suffirait de mettre de Laserfiles partout pour que je résolve toutes mes problématiques. Sauf que, forcément, il y a les petites contraintes derrière tout ça. Les performances d'un disque rattaché en local à votre machine ne sont pas les mêmes que celles d'un service de fichiers externalisé. Prenez chez vous, vous avez peut-être un NAS. Entre le SSD local de votre machine et le NAS qui se trouve sur votre réseau, vous voyez bien que vous n'avez pas du tout les mêmes performances. Dans Azure, c'est un petit peu la même chose. Donc, ce choix de l'Access Mode est hyper intéressant. Blobfuse, je fais voilà, j'en parle un petit peu parce que c'est quand même, je trouve, un très très bel exemple de la versatilité, la versatilité de Kubernetes. À savoir, ce modèle d'extensibilité, et notamment lié au stockage, nous permet d'avoir un peu tout type de stockage. Donc là, par exemple, il y a un driver qui a été développé qui nous permet de créer une abstraction sous forme d'un système de fichiers qui travaille, lui, sur des blobs. Donc, c'est-à-dire que j'y accède comme des fichiers de répertoire montés montés dans mon conteneur. Et pourtant, derrière, ça va être du blob. Donc, un stockage non structuré avec une capacité de stockage hyper importante, avec des prix hyper faibles, etc. Et pour le... Pour le coup, c'est pas pour tous les scénarios, là encore, c'est très spécifique Fuse. Hein. C'est vraiment fait pour aller chercher des opérations relativement simples sur le système de fichiers, parce que c'est exposé sous la forme c'est monté comme dans le système de fichiers local du container. Par contre, il y a quand même un système de cache qui fait qu'on gagne sur certaines opérations. Hein. Mais par contre, effectivement, ça permet, comme tu l'as écrit, hein, d'accéder à que plusieurs nœuds accèdent en lecture, notamment sur des scénarios. Le read many, je suis pas sûr, mais en lecture, en tout cas, plusieurs peuvent y accéder. Alors, c'est pas Blobfuse, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup nous, parce qu'en fait, ça répond à des besoins, mais très particuliers. Mais on a certains partenaires en fait qui l'utilisent parce que dans leur scénario, en fait, ça matche bien. Ça matche bien par rapport à l'usage, ça matche bien par rapport aux performances attendues, et ça matche bien surtout par rapport au prix. Donc j'étais souvent embêté avec Blobfuse, tu nous as demandé ce qu'on en pensait. Moi j'avais toujours tendance à dire, j'ai pas trop vu entre guillemets sa preuve à l'échelle. En fait, si on a quelques partenaires qui l'utilisent, mais là comme j'ai dit dans des cas particuliers. Et en fait, moi je regarde toujours un petit peu le nombre de participants au projet open source et s'il continue à évoluer. Bon, là je vois que les dernières mises à jour, elles datent d'à peu près il y a 8 jours, un mois, 8 jours ou une semaine à peu près. Il y a eu quelque chose, donc on a 23 contributeurs qui sont à peu près sur le sujet aujourd'hui. Hein. Donc il y a quand même du monde, quoi. Le projet il existe depuis un certain temps et donc il y a des releases permanentes. Donc, la dernière release elle date du 2 décembre. Donc ça reste une bonne option et on pourrait la compléter. Alors, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, j'espère que je vais pas encore faire un teasing avec le NFS V3 pour les blob storage. Je sais pas si non, du coup, allez, vas-y, tu peux te lâcher. Et bien en fait, on a en preview actuellement une fonction qui permet d'exposer en fait, donc qui quelque part complète un petit peu le Blobfuse. Le Blobfuse expose un blob sous la forme d'un stockage local dans le système. On a la capacité également d'exposer des blobs aujourd'hui sous la forme de NFS V3, donc accessible par une connexion NFS pour des environnements notamment Linux. Donc ça en preview, ça peut être une alternative également à ça. Voilà. Ouais, clairement. Alors, je vais donner un argument, moi, pour le Blobfuse. Il peut y avoir un intérêt quand j'ai une application qui sait travailler avec des systèmes de fichiers et auquel je veux donner une capacité, je dirais, quasi infinie de stockage et une grande souplesse.
pour le coup, sans redévelopper mon application, je peux la faire travailler avec BlockFuse. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas les contraintes de l'Azure File qui potentiellement est plus limité en termes de capacité et avec un prix un peu différent, mais qui offre des performances qui sont très nettement meilleures que le stockage classique type BlockFuse. Donc, ça veut dire que sans changer mon application, je vais pouvoir utiliser cette méthode de stockage-là pour travailler avec des blobs. Hein. Je rappelle, normalement, les blobs, j'y accède avec des API. Ça veut dire qu'il faut que je change mon application pour lui dire, tiens, au lieu d'utiliser les fonctions classiques du système de, tiens, va me lire le fichier, va voir dans tel répertoire, etc. Si je travaille avec les blobs de façon native, il faut que je fasse appel à des API spécifiques à Azure. Et donc là, ça crée une forme d'abstraction. Donc, en effet, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais le point relevé là, c'est la notion d'extensibilité. Parce que partant de ça, je pense que c'était un lieu commun que de dire, bah oui, forcément, on peut avoir accès à des disques, on peut avoir accès à un système de fichiers partagés, mais de se dire que je peux avoir des choses assez surprenantes telles que BlockFuse, ça veut dire que je peux avoir n'importe quel type de stockage. C'est-à-dire, je pourrais dire, tiens, pourquoi pas faire un système où, par exemple, je fais en effet, du fichier sur du déstructuré, mais ça pourrait être du disque dans des éléments mémoire, ça pourrait être du fichier partagé qui se trouverait ailleurs, peut-être même pas dans Azure, et du coup de créer des indirections. Enfin, ça donne vraiment à disposition tout un tas de scénarios hyper sympas. Je passe très très vite sur la partie mtdir, secret et config map. C'est d'autres types de volumes, d'autres formes de stockage disponibles. Là-dessus, je pense qu'on pourrait quasiment faire un sujet, notamment sur la possibilité d'optimisation avec l'mtdir pour gérer des caches, puisque c'est utilise le stockage du conteneur et ainsi de suite. Donc, on pourra revenir là-dessus, mais c'est peut-être moins structurant que le reste. Allez, je vais accélérer un tout petit peu. Demo time, je vais vous montrer très rapidement. Je vais la lancer, puis on reviendra après. Regardez, je vais faire un truc tout bête pour utiliser un peu de stockage et voir quelle tête ça a ensuite. Je vais faire un coup de M et je vais déployer un WordPress. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore faire fonctionner WordPress à l'intérieur de Kubernetes et je ne manquerai pas de vous en parler plus en détail. On a tous ces petits data. Notamment sur la partie stockage. Mais voilà, hop, je vais le lancer. Alors là, c'est la magie de Helm, on pourra revenir dessus, mais c'est un truc que j'adore, qui est vraiment absolument génial. En une ligne de commande, il va me faire tout un boulot pour moi que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mais je vais continuer puisque on a d'autres sujets à se raconter pendant que ça déploie. Le sujet de la taille. Et oui, la taille compte. N'est-ce pas, Stan? Ouais, ça, on me l'a toujours dit, moi. Voilà. Donc, du coup, voilà, remonte ton siège parce qu'on va, on va vite voir. Donc, la taille, c'est hyper important. Vous avez tous en tête. Alors, ça n'a rien de spécifique à Kubernetes, mais enfin, il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas parce que on n'a pas ce souci du détail au moment de la définition du claim que l'on ne doit pas se préoccuper de ce genre d'éléments. À savoir, la taille du stockage influera sur la performance. Je ne rentre pas dans le détail. Je suis persuadé d'ailleurs que Stan pourra nous faire un truc là-dessus parce que c'est un sujet qui peut être, je dirais, qui traverse complètement Kubernetes et qui va jusque dans Azure, mais on retrouve cette notion-là. Donc pensez bien, il y a deux éléments à combiner, la taille du disque que vous avez demandé et aussi le type de nœud, puisqu'en effet, les nœuds sont, je dirais, caractérisés par la taille de VM qu'il y a derrière. Et cette taille de VM vous offre un certain nombre de caractéristiques, le nombre de cœurs, la RAM disponible, mais aussi ses capacités en termes d'IO. Et donc, combien de disques je peux rattacher et quelle serait la capacité de throughput disponible. Donc, il faut bien avoir en tête que la combinaison de la définition du disque et du node a un impact sur la capacité de traitement. Donc, ça n'a pas été... on ne l'enlève pas dans Kubernetes, c'est toujours là et bien là, donc il faudra penser à maîtriser ces éléments-là. Donc, en résumé, une petite machine avec un disque ultra performant sera capée par les performances de la petite machine. Et un petit disque avec une machine très puissante sera toujours capé en fait par le fait que la taille du disque est petite et donc les IO par seconde sont petites. Et ce qu'on dit ici pour les disques d'ailleurs est également valable pour les filers, notamment en mode premium.
Et les filers NetApp, je ne sais pas si c'est prévu d'en parler, mais qui sont également, dont les performances vont dépendre, plus on provisionne en réserve une volumétrie, plus on a des performances, c'est des I/O par seconde. Complètement. La notion de backup, hyper importante. Pensez qu'on est bien, on gère de la data, elle est dans Kubernetes. On a vu qu'on avait toute latitude pour la manipuler, pour gérer son cycle de vie. Mais parmi les éléments du cycle de vie, il y a la notion de backup. Comment on fait pour se rétablir en cas de problème? Eh bien, là, il y a des éléments qui sont assez intéressants. On peut bien sûr le faire, je dirais, pré-CSI comme cela, de dire, bah, finalement, je peux demander quels sont les persistants de volume claim qui sont utilisés dans mon cluster. Je peux lui demander de lister les disques concernés et faire des snapshots de ces disques. D'accord? Je vais retrouver dans Azure les différentes ressources classiques d'Azure rattachées à mon cluster, donc les disques, les Azure Files et compagnie. Et je peux donc créer des snapshots. Là où c'est hyper intéressant, c'est que ceci va être passablement étendu avec CSI, puisque je vais pouvoir créer des snapshots, non pas en utilisant le CLI d'Azure, donc AZ, mais en utilisant kubectl directement, en disant, bah voilà, je veux maintenant créer un snapshot de tel volume. Et je pourrais même faire en sorte de rattacher le snapshot de ce volume, que j'ai créé depuis kubectl, à un node et en faire quelque chose. D'accord? Donc ça offre des possibilités assez nouvelles et hyper intéressantes pour toujours mieux gérer cette partie de volume. Donc le snapshot n'est pas à proprement dit un backup, mais enfin ça peut être, c'est dans l'idée du ceinture bretelle, ça peut être hyper intéressant avant de faire une montée de version, par exemple, de dire bah tiens, automatiquement je fais des snapshots de mes disques, ce qui me permettra de revenir dessus en cas de besoin. Clin d'œil sur une solution de backup. Alors bien sûr, il y a la solution de backup disponible dans Azure, qui, encore une fois, il y a tellement de sujets à aborder dans Azure, donc peut-être qu'on détaillera la notion de backup spécifique à Azure. Mais là, je mentionnais cette solution, donc Velero, qui est une solution qui va tourner dans Kubernetes. Donc là, on est en plein dans le domaine. Allez Stan, lève le doigt. Ça s'appelle plus Eptio parce qu'en fait ça a été racheté par Tenzu qui a été racheté par VMware, donc c'est maintenant VMware Tenzu et donc le GitHub c'est VMware-Tenzu / Velero. Voilà. Mais la solution est la même en fait. La même. Ouais, exactement. Donc on mettra à jour le lien pour que vous ayez le lien vers le bon repo. L'intérêt, c'est d'avoir cette maîtrise du backup à l'intérieur même de Kubernetes et de pouvoir sauvegarder l'ensemble des objets, potentiellement, justement, précédant une montée de version ou pour répliquer des environnements. Donc, c'est un outil qui est hyper pratique et pour le coup, qui montre encore une fois la versatilité de Kubernetes. On peut faire tourner un petit peu tout ce que l'on veut dedans. Pareil, extrêmement rapide. La notion d'encryption, c'est pas parce qu'on est dans Kubernetes que doit faire le moindre compromis sur la notion de sécurité. Et donc, bien sûr, dans Azure, par défaut, les stockages sont chiffrés, donc avec des procédés d'encryption qui sont out of the box. Si vous faites des choses à l'intérieur de Kubernetes, veillez à garder le même niveau d'exigence. Puisque bien sûr, on ne peut pas le garantir sur tout ce qui sera fait en mode custom à l'intérieur du cluster. Donc attention là-dessus. Il y a bien sûr des bonnes raisons de le faire. Alors, il y en a plein des bonnes raisons. Je pense qu'on va manquer un tout petit peu de temps, donc on va pas pouvoir forcément s'exprimer sur toutes les possibilités, mais enfin, allez, on va en lancer quelques-unes. La portabilité, c'est quand même un élément hyper intéressant que de se dire, bah, finalement, je vais pouvoir mettre l'ensemble de mon workload dans un cluster, et donc forcément la partie stateless, mais la partie stateful aussi, et de prendre tout cela et de le mettre ailleurs, chez un client, chez un cloud provider X ou Y, et de me dire, bah, toutes mes dépendances sont gérées à l'intérieur du cluster et j'ai une maîtrise totale de cela. Ça peut être aussi dans l'idée justement de maîtrise et de se dire,
j'ai une configuration qui est un peu particulière. Par exemple, je sais pas, j'ai un MySQL, je suis un champion du MySQL et j'ai envie de le paramétrer exactement comme je le souhaite. Avec ça, je peux avoir toute latitude pour définir exactement la façon dont celui-ci va fonctionner. Donc c'est intéressant. Je rajouterai un dernier truc. Bah, quand le service n'est pas disponible dans Azure, bah, ça m'offre quand même un fallback hyper intéressant de dire, bah voilà, je n'ai pas ce service de dispo dans Azure, je peux le mettre quand même dans mon cluster disponible. Il y a plein de possibilités. C'est un sujet, on pourrait y passer des heures et des heures. D'ailleurs, on le voit bien puisque je suis assez bavard sur le sujet, mais il y a plein de possibilités. Tout à l'heure, Stan nous parlait de NetApp. Il y a une implémentation de NetApp dans Azure qui est hyper pratique. Justement, si vous voulez du stockage à haute performance. Il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur du cluster qui proposent donc notamment Rook, qui est un sujet qui a le vent en poupe en ce moment et qui nous permet d'avoir en fait une abstraction totale des différentes formes de stockage, blob, fichiers, etc., qui est hyper intéressant à expérimenter. Je vous y invite. Donc, je pense que la liste est là, elle est extrêmement réduite. Donc, il y en a probablement quelque chose comme, allez, je dirais facilement 5 fois plus. Et cette liste ne cesse de s'étendre au fur et à mesure des évolutions et des évolutions des besoins et des capacités techniques de Kubernetes. Donc, un domaine entier à explorer qui va être hyper intéressant. Ça, je vais passer hyper vite. Je pense que la plupart des éléments que je vais afficher là, vous les aurez à peu près en tête. Forcément, quand c'est dans Azure, c'est managé, il y a une notion de coût qui va être hyper intéressante. Je dis le total cost of ownership, hein, pas seulement le coût d'opération ou le coût facturé par Azure, mais pensez bien que faire des choses dans Kubernetes, c'est de la maintenance. Tout ne se fait pas automatiquement, même s'il y a une notion d'opérateur, même s'il y a un Helm chart pour vous simplifier la vie. Le Helm chart, c'est juste un starter kit. C'est voilà, je le mets en place rapidement, mais après, il faut le gérer. Et ça, c'est pas simple. Et le stockage est quelque chose d'extrêmement sensible. Donc, mettez bien dans la balance le risque qui représente un coût, le coût d'opération lui-même et le coût facturé par le fournisseur du stockage. Souvent, il y a des notions de licence, etc. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête avant de se lancer. Et c'est pour cela que, pour le coup, voilà ce qu'on vous propose de retenir. Si vous voulez travailler avec Kubernetes, c'est Stateless First Citizen, hein, c'est le stateless et le roi dans Kubernetes, stateful avec un peu plus de précaution. Si vous avez besoin d'avoir de la persistance, utilisez en priorité, lorsqu'ils sont disponibles sous la forme que vous le souhaitez, les services managés dans Azure. Vous aurez vraisemblablement de meilleures performances et de meilleures capacités comme cela, sans compter les coûts. Et puis, pensez au fait que bien qu'on soit dans Kubernetes et qu'il y a pas mal de choses qui soient abstraites par cela, on en reste avec des notions de base, à savoir que le sizing à la fois des nodes et à la fois du stockage lui-même influe grandement sur les performances. Dynamic Provisioning, oui, c'est en effet ce qui est plus pratique, donc c'est ce qu'on vous invitera à faire par défaut si vous n'avez pas d'idée d'autre chose ou si vous avez des craintes toutes particulières, dans quel cas passer au statique, mais on va dire que la dynamicité est une des valeurs clés de Kubernetes. Et puis enfin, backup. Votre data, c'est ce qu'il y a de plus précieux, donc n'hésitez pas. Le stockage de données dans Azure, notamment dans des blobs, à un coût qui est vraiment tellement faible que ça vaut vraiment pas la peine de se priver d'un peu plus de backup que d'un peu moins. Peu de gens vous reprocheront d'avoir quelques backups de plus. Par contre, on vous en vendra tous si vous avez un backup de moins. C'est une belle phrase pour... Messieurs, je vous laisse la fin. Ouais, on en fera un haïku ou un truc comme ça. Tant qu'à avoir un petit peu de retard, tu nous montres ton déploiement? Ah oui, mais bien sûr, puisqu'on est super à la bourre. Allez, on y va. Regardez, je vais en plus utiliser mon outil préféré quand je travaille avec Kubernetes, à savoir KNS. C'est le truc que j'adore. Donc, outil super visuel, comme ça ira 10 fois plus vite que les lignes de commande, puisque je suis en retard. Regardez, on retrouve ma petite classe de stockage, qui est toujours ici, bien sûr. Mais alors, je vais pouvoir faire des trucs assez sympathiques, notamment voir les pods
que j'ai en cours. Donc, vous voyez, le chart Helm m'a déployé non seulement un WordPress, donc à l'intérieur de ce WordPress, j'ai un Apache PHP et puis le déploiement de WordPress, mais aussi un MariaDB à l'intérieur de mon cluster. Donc ça, c'est assez intéressant parce que voilà, je vois mon petit Maria qui tourne ici, je vois les logs, etc. Mais je vais pouvoir voir aussi qu'est-ce qu'il a été réclamé comme stockage avec les fameux PVC, Persistent Volume Claim. Donc là, on voit que j'en ai 2. Donc il n'y a pas qu'une base de données dans un WordPress. Il y a une base de données ici et il y a aussi le stockage de disque. Le disque pour les fichiers et puis ici un disque pour la base de données à proprement parler. Et si je demande les PV, eh bien les PV, les voici. Donc ce qui est chouette, c'est que je peux voir ici les modes d'accès. Hein, donc là, je suis en accès read-write only, et read-write only pour l'autre, donc c'est bien des disques. Reclaim policy, je suis en delete. Donc c'est-à-dire que quand je vais supprimer mon déploiement WordPress, hop, tout ça va partir. Et puis, regardez les storage classes ici, default, comme je n'ai rien précisé lors du déploiement, on me prend ma classe default. Donc je retrouve bien tous les éléments dont on a pu parler ensemble. Ils sont là. Je vois la définition telle qu'elle est définie. Regardez que par défaut, hein, dans la version 1.20, c'est bien la version CSI qui est utilisée, avec ici le driver en question, disque csi.sur.com. Donc je retrouve bien les éléments dont on a parlé, et si jamais, soyons fous, je vais sur ce déploiement et que je m'amuse à le supprimer, eh bien si tout va bien, mes pods vont petit à petit disparaître, et puisque mes pods vont disparaître, eh bien, les Persistent Volume Claim vont disparaître elles aussi. Voilà, regardez, j'en ai déjà une des deux qui a disparu. Et puisque cette Persistent Volume Claim disparaît, eh bien, en théorie, je vais avoir dans les quelques secondes qui vont suivre, regardez status released, donc là, ça va commencer à évacuer gentiment. Donc, dans quelques secondes, je vais avoir ces Persistent Volume qui vont disparaître. Et donc, on voit la dynamicité ici de Kubernetes. D'accord? Donc voilà, il est encore en train de faire son petit boulot. Oups, voilà pour le stockage. Alors je pourrais... Ouais, oups, mes données, ouais. Donc on pourrait continuer très longtemps sur ce sujet, on a plein d'autres choses à voir, notamment toutes les implémentations spécifiques. J'adorerais faire un truc sur Rook, j'adorerais vous parler aussi d'un retour d'expérience plus spécifique sur WordPress, mais alors là il faudra doubler le temps. Ouais, mais bon, on va se le prévoir quand même parce que j'ai eu récemment, ils se reconnaîtront, un partenaire qui a des problématiques de performance avec du PHP. Alors le PHP en tant que tel déjà c'est pas un problème, mais ça a ses contraintes. Et effectivement, des fois en fonction du choix qu'on va faire d'implémentation, on va pouvoir avoir des performances qui ont l'air pas terribles par rapport à une VM. Mais là encore, en fait, il faut... Là, j'aime bien quand tu dis le cas simple WordPress, et tu le sais, c'est toi qui me l'as expliqué, hein, mais WordPress, c'est pas un cas simple, en fait. Quand on regarde ce qu'il y a comme composant derrière et la mécanique utilisée, ça marche peut-être bien dans une VM parce que ça a bien été conçu pour ça à l'origine, c'est assez monolithique. Est-ce que ça a bien été prévu pour être containerisé et donc scalable à l'échelle avec performance, etc. C'est un autre débat en fait. Mais je pense qu'on va se regarder ça pour un prochain épisode. On va terminer cet épisode numéro 3. Le numéro 4 arrivera prochainement. Je crois qu'on l'a planifié pour quelque part la semaine du 15 au 20 mars, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. Et donc le 4e épisode sera un format un peu différent. On aura toujours notre actualité comme on l'a fait d'habitude. Mais on va faire venir un petit invité qui va nous parler un petit peu de ces 2 dernières années d'expérience avec AKS, avec les bons côtés et les mauvais côtés, de ce qu'il en a retenu de tout ça. Je pense que ça va être super intéressant. Enfin, donc je vous encourage à venir à l'épisode numéro 4. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci Alex, tu as du coup un petit peu accéléré, mais on pourra refaire une deuxième sous-partie de dossier sur le stockage, parce que je sens qu'il y a d'autres choses à raconter derrière. Oui. Voilà. Et au revoir. Merci les gars en tout cas pour votre soutien et vos interventions. Hein. Et à bientôt. À bientôt à tous. N'hésitez pas à liker, à souscrire pour être au courant de la future vidéo à venir. Qui va arriver bientôt. Allez, salut au revoir.